Sébastien, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Greenflex, c'est une société qui accompagne des organisations dans leur transition écologique, des différents aspects, des aspects énergétiques, mais aussi des aspects de gestion des ressources et écologiques beaucoup plus larges. Et donc, on le fait avec 4 lignes métiers. Une ligne métier de conseil, que faire et comment planifier cette transition nécessaire des organisations. Ensuite, un accompagnement à la mise en œuvre avec des métiers qui relèvent plus de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et puis après, des solutions logicielles, parce que parfois on a des données à piloter pour arriver à faire des choix plus éclairés. Et un dernier volet, qui va plus adresser ces questions d'économie de la fonctionnalité, mais c'est comment aider à financer la transition écologique et notamment passer d'une logique de location plutôt que propriété d'un certain nombre d'équipements efficaces en énergie et efficaces écologiquement. Donc ça, c'est les métiers de Greenflex, qui est donc une boîte à outils avec des métiers assez variés pour permettre que les organisations, publiques ou privées, fassent leur transition plus vite, plus fort. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'était que j'apporte une perspective un peu globale sur ces questions d'économie circulaire, replacer les enjeux écologiques concernés, avant de zoomer sur cette loi économie circulaire qui va permettre d'accélérer cette transition souhaitable et sur laquelle reviendra de façon plus factuelle et précise Adèle Chasson de Hop dans la foulée de mon intervention. Le contexte global, c'est qu'on a un modèle économique qui est linéaire depuis plus d'1 siècle. Qu'est-ce que ça veut dire linéaire? C'est qu'on est dans un mode extraire, fabriquer, jeter pour beaucoup des produits de notre société de consommation, que les Anglais résument en take, make, wake. Donc, on a des ressources naturelles qu'on va extraire, on creuse, des ressources, des matériaux, de l'énergie, on fabrique avec un impact, on distribue avec un impact, on consomme et donc ça finit en fin de vie. Et donc, sous-jacent de ce modèle économique qui a démarré pour beaucoup à la fin du XIXe siècle, c'est qu'il y avait à l'époque une perception que les ressources naturelles étaient abondantes, illimitées et peu coûteuses. Et on se rend compte que ces 3 sous-jacents ne sont pas des réalités et on en prend conscience de façon le plus large possible. La conscience et le constat, c'est qu'aujourd'hui, ce modèle d'économie linéaire est à bout de souffle. On voit qu'il y a eu une consommation des matières premières qui s'est beaucoup multipliée en 1 siècle, associée à des usages beaucoup moins sobres et à une population grandissante, qui pose des vraies questions. Ça limite en tout cas la capacité qu'on a à une forme d'autonomie et de résilience, sujet clé par les temps qui courent. Avec aussi l'Europe qui a fait le constat qu'elle était dans des moments aussi de conflits géopolitiques intercontinents. Il y avait pas mal de matières premières critiques qui étaient essentielles au bon fonctionnement de cette économie, qui n'est d'ailleurs pas forcément maîtrisée par tous les pays. Et ces tensions sur les ressources créent des volatilités sur les prix de ces matières premières, qui ont des impacts certains sur l'évolution des prix de ces matières premières et donc qui rendent compliquée la prévision économique de l'activité des entreprises dans un contexte où les prix des matières sont assez incertains. Et puis, à l'évolution de prix, il y a aussi un vrai sujet d'impact. C'est qu'aujourd'hui, avoir 1 kilo d'une matière première dans une usine, il y a eu beaucoup plus d'impact amont dans l'extraction en général, et il y a aussi beaucoup d'impact en fin de vie. Donc, on voit cette préoccupation grandissante concernant la question des plastiques, qui est une dimension très visible de cette gestion en économie linéaire, avec ces statistiques un peu effarantes sur le fait qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050, si on continue au rythme actuel. Et bien évidemment lié à un défi climatique majeur à adresser de façon concomitante. C'est un autre sujet, le changement climatique, que la question de la raréfaction des ressources et de leur gestion déplorable en fin de vie, mais qui est à traiter de concert. Et c'est un des sujets majeurs et assez passionnants qu'il y a à aborder. C'est comment cette révolution des ressources, cette gestion différente des ressources est menée de façon cohérente avec les autres transitions écologiques qu'il y a à mener. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une société civile et des consommateurs qui changent et que cet état de fait n'est pas pris comme souhaitable et il est de moins en moins souhaité avec de plus en plus de gens qui s'en plaignent, s'en révoltent et s'en alertent. On voit bien, il y a eu
des manifestes étudiants, des actions climatiques. Alors oui, les actions climatiques, ce n'est pas des actions économie circulaire, mais ça montre un ras-le-bol d'une non prise en compte de ces questions écologiques dans la vie des organisations et de l'économie, qui est rassurante. On voit par contre très en lien avec ces questions de consommation de ressources, un ras-le-bol du surconsumérisme. On a vu des manifestations de Extinction Rebellion contre le Black Friday, transformées en Block Friday, des centres commerciaux bloqués. On a vu aussi les controverses récentes sur les supermarchés gigantesques, grand temple de la consommation de matières de façon un peu non contrôlée, ce qu'on a vu au nord de Paris, centre commercial bloqué, qui n'a pas été développé. Les controverses autour de la gare du Nord, on voit que l'humeur, en tout cas de la population, change en la matière et c'est adoration. Et ça a été constaté de façon statistique aussi par des études consommateurs, notamment dans le baromètre consommation responsable qui est plus Greenflex, qui montre bien qu'il y a une vraie volonté de limiter l'impact de leur consommation par les Français. Cette remise en cause, remise en question du modèle économique, avec une volonté que consommation responsable aille avec du consommer moins et un vrai développement qui émerge de nouvelles formes de sobriété. Alors, dans tout ça, l'économie circulaire, on enfonce une porte ouverte, mais c'est justement autre chose que cette économie linéaire. Mais c'est comment, s'inspirant de l'efficience de la nature, dans la nature, il n'y a pas de décharge, il n'y a pas d'incinérateur, il y a un fonctionnement différent où, en cascade, les résidus des activités d'une espèce animale ou végétale sont utilisés, valorisés par une autre dans des cycles bouclés. Et toute l'idée, c'est d'arriver à circulariser les flux de l'économie le plus possible et qu'on arrive à maintenir un niveau de confort, de qualité, de service, tout en limitant les intrants et les flux qu'on va sortir de notre modèle économique. Pour ça, il y a beaucoup de leviers à activer. Ce n'est pas forcément d'un claquement de doigts qu'on va utiliser 4 fois moins de matière. Il y a beaucoup d'aspects à adresser à différents niveaux des chaînes de valeur. Il y a bien évidemment des questions d'approvisionnement durable. Comment je me renseigne sur les conditions d'extraction des ressources quand je suis un acteur économique qui fabrique des produits. Comment j'éco-conçois. Je pense le temps long, pas juste à faire le produit le moins cher possible, mais le plus efficient en coût global, en se préoccupant de ses différentes vies et sa fin de vie ou sa seconde vie. Comment on travaille aussi à cette optimisation des flux à une échelle locale. Beaucoup de démarches d'économie circulaire forcent à une relocalisation, que ce contexte de coronavirus, de résilience remet au cœur de l'actualité. Mais cet échange de flux à échelle locale, en circuit court de la matière, est un sujet extrêmement acceptable. L'économie de la fonctionnalité, c'est aussi un aspect intéressant et important. Est-ce que je veux être propriétaire à tout prix ou est-ce qu'on a une logique de location ou d'usage partagé qui déborde sur cette question de comportement consommateur et demande sur ce développement de l'économie du partage. C'est vrai que si on est 3 à se partager une voiture parce qu'on l'utilise à des moments différents, ça fait moins de matière et ça évite d'avoir 3 voitures construites et bâties. Ensuite, il y a aussi des questions fondamentales et Adèle y reviendra sur la question de la durée de vie des produits. Mettre autant d'énergie, d'efforts, de ressources pour un produit dont la durée de vie va être de quelques mois plutôt que de longues années, c'est un vrai gaspillage qui est aberrant et qui nécessite de changer en tout cas les modèles d'affaires et la loi pour qu'on arrive à cesser un certain nombre d'aberrations. Et puis, il y a à la fin, mais seulement à la fin, parce que c'est beaucoup, beaucoup plus que le recyclage, des aspects autour de la gestion des déchets en fin de vie. Donc après, quand on parle d'économie circulaire, il faut garder en tête que c'est un terme qui est relativement large parce qu'en fait, la question, c'est bien de boucler et de diminuer tous les flux de la ville et des territoires. Donc, on peut parler d'économie circulaire de façon assez exhaustive en parlant d'énergie. Moins d'énergie et des énergies plus locales, c'est de l'économie circulaire appliquée à l'énergie. Ça s'applique bien sûr à l'alimentation. Avoir moins de gaspillage alimentaire et plus de circuits courts, c'est bien répondre à cette même logique de nourrir la population avec moins de gaspillage, moins de ressources et de façon plus locale. Comme forcément ces questions d'emballage, emballage plastique ou autre, aller vers du zéro déchet, notamment zéro déchet ménager, est complètement dans cet esprit. Et aller vers moins d'équipements, moins obsolescents, ça fait partie de cet même esprit, puisque c'est bien l'ensemble des flux de la ville. On pourrait parler aussi des textiles, mais donc il y a beaucoup de flux de matières et de matériaux
dont il y a un vrai enjeu à limiter les flux et à les boucler autant que possible. Mais forcément, la nature de réponse et ce qui va faire qu'on va réduire la consommation de textile n'est pas celle qui va faire qu'on va réduire la consommation de béton ou d'emballage. Il y a forcément des natures dans ces différents secteurs de réponses différentes pour arriver à promouvoir cette souhaitable transition. Donc, de façon un peu synthétique, il y a quand même 3 étapes clés pour basculer vers une économie vraiment circulaire. Alors, R avec 6 R, parce qu'il y a bien 6 R pour aller vers cette économie circulaire qui sont importants à activer. La première chose, c'est d'optimiser les besoins de matière. C'est important de se dire de quoi ai-je vraiment besoin, comment je refuse éventuellement des services qui me sont inutiles, ou je réduis les consommations. Mais avant même d'envisager une alternative en bioplastique, en recyclé, la question, ai-je vraiment besoin de cette matière? Donc, ça se pose à plein d'échelles, mais qui force à réinterroger le besoin. On le voit à plein de dimensions, mais par exemple, dans l'immobilier, c'est de se dire, est-ce que pour avoir 1000 salariés, j'ai besoin de 12 000 m²? Peut-être qu'avec 10 000 m², on peut avoir un bâtiment très fonctionnel avec des espaces multi-usages qui vont répondre aux mêmes besoins. Mais de la même façon qu'on dit clairement que l'énergie la plus écologique, c'est celle qu'on ne consomme pas, le matériau le plus écologique, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et donc, il faut commencer par réinterroger ce besoin de matière. De la même façon qu'on commence par l'efficacité énergétique avant de penser énergie renouvelable, c'est absolument essentiel de ne pas oublier que le vrai sujet, c'est d'éviter, quand on peut, l'utilisation de besoins en matière. Et puis de réduire autant que possible leur quantité. Et puis ensuite, quand l'objet est là, quel qu'il soit, il y a un enjeu à prolonger la durée de vie de ces objets. Soit parce qu'on le répare plutôt qu'on le jette, soit parce qu'on est capable de le réemployer. Il y a des ordinateurs qui ont une première vie dans une entreprise, mais plutôt que le bénir l'ordinateur, on peut le céder à ses salariés qui vont avoir un usage différent. Il n'y aura peut-être pas besoin de la même puissance de calcul pour envoyer des mails, mais c'est une façon de réemployer en tout cas cet objet et éviter qu'il bascule à la casse au bout d'un temps limité. Et puis après, il y a la question de réutilisation des matières pour produire d'autres objets, parce qu'il y a parfois des usages en cascade et on peut valoriser différemment. Un plancher peut se transformer en porte, peut se transformer en meuble de jardin. Donc voilà, c'est une autre façon d'utiliser, c'est cette réutilisation avant d'aller vers le recyclage qui permet de revaloriser la matière, mais après un processus de transformation qu'on n'a pas quand on est sur la pure réutilisation. Donc voilà, et donc c'est refuser, réduire, réparer, réemployer, réutiliser, recycler, et dans cet ordre. On ne commence pas par recycler, on commence par refuser. C'est vraiment les 6 R importants de cette transition vers un monde plus circulaire. Alors après, toutes ces questions posent la question assez centrale, et c'est le rôle de la loi, mais que fait la police? C'est sûr qu'on se dit, on voit que ces enjeux sont là, tout le monde le fait, tout le monde le voit, pourquoi n'est pas plus régulé? C'est là qu'on voit bien qu'il y a différents sujets. Tout se ne règle pas de façon réglementaire, mais on a toujours besoin d'une voiture-balai réglementaire pour faire un peu ce rappel à un bon sens qui n'est malheureusement pas toujours autant partagé qu'il le devrait. Et on voit que ce cadre réglementaire se durcit, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, depuis un certain nombre d'années. Donc, d'année en année, et on voit sur ce graphe que plus les années passent et plus le cadre réglementaire se renforce. Adèle reviendra pas mal sur les aspects reliés au resserrement de ce cadre réglementaire dans son intervention à ma suite. Donc voilà, la loi est certes imparfaite. Aujourd'hui, la loi économie circulaire, elle ne va pas forcément assez durement dans toutes les directions, mais clairement, elle marque la direction. La direction et la trajectoire. Aujourd'hui, c'est vraiment être aveugle à ce qu'est l'évolution du sens de l'histoire, de ne pas comprendre qu'on va vers un monde économique plus sobre en matière, plus sobre en matériaux et en ressources, dans lequel on gérera de façon complètement différente ces différentes flux dans la société. Et l'idée de cette loi, c'est aussi de donner une impulsion claire aux collectivités, consommateurs, acteurs économiques, en étant très lucide. Aujourd'hui, en 2019, il y a une loi sur l'économie circulaire, de la même façon qu'il y a eu des textes réglementaires en 2015, en 2016, en 2017 et en 2018. Soyons certains que les années à venir resserreront et renforceront et durciront ce cadre réglementaire dans les grandes directions, en tout cas, qui sont exposées clairement ici. Alors, ce qui est important, c'est quels sont ces leviers. C'est vrai que la loi ne fait pas tout, la loi fait beaucoup, mais il y a différents leviers qui font qu'on fait basculer un monde. Il y a un sujet fondamental de repenser les besoins. Et ça, ce n'est pas la loi, même si elle peut l'inciter doucement d'une certaine façon, mais il y a un sujet fondamental de repenser les besoins. Ai-je besoin d'autant de matériaux chez moi?
C'est une question légitime qui peut se poser et qui est assez essentielle. Il y a un vrai sujet de reconcevoir les produits. Comment les industriels, les designers vont faire des produits différents en se préoccupant de ces différentes phases et de l'impact. Avoir l'impact comme un driver essentiel de l'acte de conception. Après, il y a des nouveaux modèles d'affaires à mettre en œuvre. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une activité économique qui peut être rayonnante avec des durées de vie de produits qui vont, alors que classiquement, des durées de vie ont une durée de vie de 2 ans, si on arrive à l'amener jusqu'à 5, comment faire que l'entreprise ait une activité rentable, même si elle vend concrètement sur 5 ans 2 fois moins et demi de produits. Et ça pose vraiment des vraies questions sur ces schémas de propriété pour passer à la logique d'usage, de service, de location, de leasing, pour permettre des modèles d'affaires qui permettent l'activité des entreprises, mais tout en diminuant drastiquement la consommation de matériaux à iso-chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des sujets assez fondamentaux. Et puis, il y a des questions de réinventer des circuits courts de la matière. Si on dit que les produits doivent avoir différentes vies, il faut pouvoir se les échanger, se les partager. Alors, bien sûr, il y a des équivalents Le Bon Coin, des petits matériaux, voire d'échanges de matériaux professionnels. Mais il ne suffit pas d'avoir une plateforme web qui permette un échange en de demande. Il y a aussi des questions de trouver les bonnes synergies entre le moment où les gens ont besoin d'un produit et les moments où les gens en ont disponible à donner. Et de la même façon qu'on sait que le développement des énergies sera facilité par des capacités de stockage de l'énergie, il y a un vrai sujet de réfléchir nos villes avec beaucoup plus de lieux de stockage des matières, des matériaux, notamment des matériaux de seconde vie. Aujourd'hui, il y a des espaces, des magasins Emmaüs, mais ça ne suffit pas pour gérer beaucoup plus massivement le fait d'être capable de réinventer cette logistique qui nécessitera aussi un petit peu des camions et de la mobilité intraville pour faire des échanges de matières. Et puis, bien évidemment, il y a des mécanismes de marché. Si aujourd'hui un produit vierge ou un produit issu du réemploi ou du recyclage ont des externalités concrètement extrêmement différentes, elles sont beaucoup plus faibles et pourtant, il y a beaucoup d'éléments de fiscalité qui sont exactement les mêmes. Et on pourrait, dans une évolution de la fiscalité où on paye en fonction de son impact, dans une logique qui casse-paye, qui est quand même un principe de base assez clair et évident, qu'il y ait des évolutions beaucoup plus fortes des politiques publiques pour inciter, avec des logiques de bonus-malus ou différents dispositifs, que tout ce qui est vertueux d'un point de vue écologique soit favorisé par des mécanismes fiscaux qui rendent de moins en moins chères les solutions issues de cette économie solidaire et de plus en plus chères les solutions issues de l'économie linéaire. Et c'est sur ça que pêche pour l'instant, en tout cas, un certain nombre de mesures réglementaires. Je l'ai appuyé, mais il y a un sujet qui est aussi assez central, c'est que au-delà de cette préoccupation qu'on a de mieux s'intéresser aux ressources et leur utilisation, on a à faire face à 2 révolutions concomitantes et 2 transitions. Une transition numérique, on le voit, là on est tous devant notre ordinateur plutôt que dans un lieu physique. Bon, contraint et forcé aujourd'hui, mais de façon plus globale, cette évolution numérique a lieu et est forte. Et pourtant, on voit qu'elle n'est pas sans impact, cette transition numérique. Un smartphone qui fait 120 grammes, aujourd'hui c'est 70 kilos de matière qui ont été nécessaires pour son extraction. C'est plus d'une vingtaine de matériaux différents qui ont été utilisés pour sa production et c'est un impact carbone certain. Donc, on voit bien que ce n'est pas sans impact de tout numériser. Il faut se préoccuper. Et c'est sûr que si l'ordinateur qu'on utilise a une durée de vie de 2 ans ou de 10 ans, l'impact écologique ne sera pas le même. Et on voit de la même façon qu'il y a une transition énergétique qu'on engage. Et heureusement, il était temps. Mais de la même façon, ce qui va être important, c'est que cette transition énergétique, on la fasse sans œillères et qu'on ne fasse pas une baisse des consommations d'énergie sans se préoccuper des autres impacts pour la société. C'est un des sujets notamment dans la construction. Quand j'isole un bâtiment, si je ne me préoccupe pas de l'impact carbone ou de l'impact écologique de l'extraction des ressources que j'utilise pour isoler mon bâti, je suis à côté de la plaque. Et si je remplace un équipement de chauffage par une pompe à chaleur ou une nouvelle chaudière, certes plus efficace en énergie, qui a une vie de 5 ans, bon, je ne réponds pas à l'enjeu du fait qu'il va falloir en racheter une dans 5 ans et encore en racheter une dans 5 ans. Donc, il y a vraiment une vraie préoccupation qui doit être de mener de concert cette transition vers une économie plus sobre en matière et une économie en partie plus numérique et une économie moins intense en énergie. Et c'est un des sujets majeurs, c'est d'adresser ces sujets de concert. Et donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, travailler sur l'énergie, c'est plus une évidence que travailler sur la matière. Mais concrètement, c'est un peu le même combat qu'on a à mener. Il y a 10 ans, ce qu'on faisait sur l'efficacité énergétique, c'est très émergent. Il y avait quelques précurseurs engagés. Et maintenant, on a des déplacements beaucoup plus massifs de solutions très efficaces qui changent d'échelle très largement.
Et c'est un peu le défi qui se pose à nous, c'est qu'on est sur la matière de façon générale. On a 10 ans de retard sur ce qui s'est passé sur l'énergie. Aujourd'hui, on a des débats d'entre-deux tours des présidentielles qui parlent d'énergie, pas encore de matière. Et tout le sujet, c'est comment, à partir de beaucoup d'exemples positifs, d'initiatives remarquables de précurseurs qui existent, dans 10 ans, on va être capable de changer d'échelle. Pour ce que ces bonnes pratiques faites par 1, 2, 3, 4 entreprises, 3, 4, 5 collectivités, sont le fait demain de 5000 collectivités et de 10 000 entreprises pour que massivement les usages changent dans la société. Donc, dans le texte de loi, parmi les sujets qui sont clairement abordés, il y a des sujets relatifs à ces questions d'équipement et de matériaux très centrés sur, premier point, la meilleure information des consommateurs. Parce que beaucoup, en bout de chaîne, il y a un moment, il y a un consommateur qui achète ou qui n'achète pas. Et aujourd'hui, concrètement, on est mal éclairé sur l'impact. J'ai acheté 2 téléphones, je dois acheter deux autres équipements, comment je sais ou pas un certain nombre de choses. Et donc, il y a des aspects clés sur l'obsolescence programmée, sur l'obsolescence, il y a des obsolescences du software et du hardware, des questions autour de l'indice de réparabilité, de l'indice de durabilité, sur la disponibilité ou non de pièces détachées, des produits numériques. Tous les équipements numériques n'ont pas la même consommation énergétique ou le même impact amont. Et aussi le fait de plus en plus une obligation de indiquer la présence de substances bizarres, notamment les perturbateurs endocriniens, ou de mentionner le taux de matières renouvelables ou recyclées dans les produits. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont permettre un choix plus éclairé des consommateurs. Et ça pose une question vraiment utile, c'est que voilà, ça va faire beaucoup de nouvelles données mises à disposition des consommateurs. Donc, on sera plus en facilité d'arbitrer. Et on voit que c'est quelque chose qui a eu des vraies conséquences, par exemple, sur l'agroalimentaire, et ça s'étend désormais sur des produits non alimentaires, notamment des produits électroniques. Et ça, c'est vraiment précieux. Donc, est-ce que ça amènera cette disponibilité de données à ce que des gens comme Yuka ou d'autres développent des applicatifs simples pour nous permettre de comment j'arbitre entre un produit très intense en carbone, mais à la réparabilité facile? C'est pas si simple. Donc après, ça pose des questions. C'est que l'information n'est pas une obligation. Est-ce que les gens vont basculer dans leur comportement d'usage? Il y a une partie de la population, certes, et on le voit. Il y a une part de plus en plus importante des consommateurs qui est prêt à aller vers des solutions à moindre impact, mais il y en a une autre de la part de la population qui ne le fera pas forcément. Donc, c'est un excellent premier pas, mais en général, ça commence par du volontaire avant de devenir obligatoire. Et ce que c'est très vertueux, c'est que ça pose un cadre analytique de comparaison, de comptage qui pourrait, à moyen terme, dans 2, dans 3, dans 4, dans 5 ans, permettre d'autres mesures plus contraignantes, notamment autour de bonus-malus. Après, il y a d'autres mesures au-delà des équipements qui sont assez structurantes dans cette loi, qui traitent beaucoup d'aspects différents. Il y en a qui sont relatives au secteur du BTP, parce que c'est un des secteurs le plus producteur de déchets de la société. Ce n'est pas les plus toxiques, mais en poids, c'est clairement les plus importants. Entre détruire un bâtiment ou jeter un téléphone, en termes de volume de déchets, ça ne produit pas la même chose. Donc, il y aura désormais des obligations de diagnostic produits, matériaux et déchets lorsqu'on détruit ou qu'on rénove un bâtiment pour que les gens prennent conscience du potentiel et du gisement de matière qu'il existe dans leur bâtiment à réutiliser ou réemployer. Il y a aussi la mise en œuvre d'un éco-organisme et d'une filière REP dans la filière du BTP. Historiquement, on connaissait éco-emballage, rappelé Citeo, des gens qui traitaient plus la question des emballages des produits ménagers. Là, l'idée, c'est de l'élargir à… Il y a beaucoup de filières pour lesquelles ça existait, sur les ampoules, sur les piles. Et donc là, il y avait quelques filières pour lesquelles ce type de dispositif n'existait pas. Et donc, c'est élargi. Mais bon, au-delà de filières un peu plus anecdotiques comme la filière chewing-gum, on a la filière BTP pour laquelle c'est un sujet majeur. Ensuite, il y a des mesures qui ont été prises aussi pour accélérer la sortie de l'usage des plastiques à usage unique, des harmonisations des couleurs des poubelles, parce qu'on se rend compte que les consignes de tri sont parfois hétérogènes d'une collectivité à une autre, ce qui ne simplifie pas les bons comportements des usagers. Si à chaque fois que je vais déménage ou que je vais chez un ami et sur une autre commune, les règles sont différentes, ça perd les gens. Et puis, il y a eu aussi pas mal de débats sur l'expérimentation de retour à la consigne et renfort de la place du vrac et une obligation de meilleure prise en compte de ces questions dans les achats publics. Bon, ce qui est intéressant de façon synthétique, c'est que tous les sujets sont abordés. Il y a des directions claires. Où est le sens de l'histoire est clairement affirmé par la loi. Aujourd'hui, par contre, il y a des horizons temporels un peu contraignants d'interdiction qui sont clairement trop lointains pour certains sujets et des sanctions trop légères. Mais bon, moi, en tout cas, les bonnes directions sont cadrées. Et surtout, ce qui manque et qui va être travaillé dans les années à venir, c'est de renforcer clairement les outils financiers.
parce que c'est bien de montrer qu'il faut aller vers des options plus vertueuses, mais si ça reste extrêmement inabordable, on a un problème. Les notions de bonus-malus sont aujourd'hui beaucoup trop timides. Les deltas et les variations de taxes aussi, mais ça va être clairement des sujets à travailler dans les années à venir. Donc, on avait hier un monde qui se divisait en deux catégories. Ceux qui avaient un pistolet chargé, ceux qui creusent, creusent avec de l'extraction de ressources en général vierges et peu recyclées. Et demain, il faudra qu'on ait un monde en trois catégories, avec bien sûr toujours ceux qui ont un pistolet chargé, ceux qui creusent, mais il y a aussi, au-delà de ceux qui creusent pour extraire des ressources, ceux qui refusent, ceux qui réduisent, ceux qui réparent, ceux qui réemploient, qui réutilisent ou qui recyclent. Et puis, faute de pistolet chargé pour contraindre, on a des lois. Et donc, clairement, celle-ci marque une première étape qu'il nous faudra durcir dans les années à venir. Voilà, donc je vais passer la parole à Adèle qui va vous expliquer de façon plus circonstanciée cette question essentielle des matériaux électroniques et utilisés de l'énergie, donc cette question en tout cas de l'obsolescence, et terminer sur ces questions un peu plus larges d'économie circulaire. On a publié à l'automne un livre blanc que n'hésitez pas à télécharger si ce sujet vous intéresse pour avoir une vision un peu macro de cette question d'économie circulaire. Merci. Alors, merci. Alors, juste Adèle, je me permets de vous interrompre. Adèle m'entend? Parce que je voulais juste, avant de… Je ne vous oublie pas, Adèle, mais j'avais 2-3 questions qui étaient arrivées en cours de route par rapport à la présentation de Sébastien. Donc, je me permettais de reprendre la parole pour éclairer un petit peu. Et puis après, je vous la repasserai. Merci beaucoup, Sébastien, parce que c'était une présentation très dense. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, sur l'économie circulaire. Juste, vous l'avez dit, vous avez parlé d'une, deux, trois, quatre entreprises. On sait déjà qu'il y a des pionniers. L'économie circulaire, c'est un sujet dont on parle depuis très longtemps. Il y a une question là qui a été posée, même plusieurs, par, je lui fais un coucou, Jérôme Gatier du plan bâtiment durable, qui était l'ancien plan bâtiment d'ailleurs, qui se posait la question de savoir où est-ce qu'on en est, enfin, quand on dit qu'il y a un exemple de ai-je besoin de tel ou tel service, est-ce qu'on a des exemples concrets de choses qui se mettent en place au niveau individuel, mais même en termes de société, où il y a déjà une réflexion sur les services dont on a besoin en la matière. Sébastien. Après, c'est beaucoup de dimensions. C'est ai-je besoin d'une deuxième voiture pour partir en week-end ou est-ce que je vais la louer quand j'en ai besoin? C'est ai-je besoin d'avoir 2 bureaux pour une entreprise ou j'ai un bureau principal et ensuite je vais prendre une location dans un espace. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'aspects de la société se posent cette question de toujours acheter, de faire plus pour répondre aux besoins. Où est-ce qu'on peut arriver dans cette logique d'usage de plus en plus pour réduire ce besoin de matière et de plus en plus dans une logique de partage des ressources. Et on voit clairement que cette culture du partage d'un certain nombre de choses ne semblait pas une évidence à une époque, elle est de plus en plus. Donc, ça te semble une évidence de maintenant de louer son appareil à raclette, alors qu'avant, les gens l'achetaient et pour s'en servir 3 fois par an. Donc, il y a de plus en plus d'équipements. Alors après, il y en a culturellement, c'est plus dur. En France aujourd'hui, partager sa machine à laver avec le voisin, c'est pas encore culturellement accepté. Mais il y a des choses qui sont acceptées aujourd'hui. Prêter aussi facilement son véhicule avec des sites de partage de véhicules à des inconnus par l'intermédiaire d'un site internet, ça semblait impossible. Comme développer du covoiturage, ça semblait impossible il y a quelques années. Et on voit que ces choses se développent. Donc, il y a aussi des vrais changements culturels. Des vrais changements culturels. Et c'est vrai qu'on voit, on vient de l'évoquer, et j'ai une question là-dessus de Florence Roch qui se demande est-ce qu'on peut donner des noms d'entreprises pionnières, par exemple, sur les questions d'efficacité énergétique ou d'efficacité matière? Est-ce qu'il y en a déjà certains qui sont à titre d'exemple? Pour revenir juste sur l'usage, on parlait de l'économie de la fonctionnalité. Par exemple, Michelin est un très bon exemple d'une entreprise qui, au lieu de vendre des pneus, vend l'usage des pneus, par exemple. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qu'on pourrait citer, Sébastien? Oui, d'ailleurs, en fait, il y en a pas mal qui travaillent dans le club qu'anime justement Halte à l'obsolescence programmée, ce club de la fonctionnalité. Et ce que je propose peut-être, c'est que je pense que la présentation d'Adèle pourra en tout cas pas mal répondre à ça, qui montrera un certain nombre d'acteurs pionniers qui travaillent à ces questions. Mais c'est sûr qu'il y en a clairement dans tous les secteurs de l'économie. D'ailleurs, c'est sur cette dernière… Oui, c'est sur cette dernière partie, Sébastien, on va arriver parce qu'évidemment, ceux qui nous suivent ont envie d'avoir des solutions. L'idée, c'est de poser évidemment les bases et d'arriver aux solutions. On va y arriver évidemment avec la présentation. J'avais juste une dernière question globale.
On a vu dans votre présentation, Sébastien, vous avez parlé beaucoup, enfin, il y a eu l'évocation du recyclage. Est-ce qu'on est justement en train de basculer l'économie circulaire? On l'a souvent beaucoup associé plus au mot de recyclage. Maintenant, on parle de plus en plus de sobriété. Par exemple, la Commission européenne, dans ce dernier texte et dont va parler Adèle, évoque beaucoup l'idée de la neutralité carbone, hein, qui est vraiment un horizon qu'on a fixé. Vous avez parlé d'impact carbone. Donc, on est en train de basculer aussi dans ces sujets d'économie circulaire. Clairement, on est en train de basculer. Et aujourd'hui, on élargit le périmètre. Et c'est vrai qu'on a un débat qui a souvent été restreint à la question du recyclage, comme on a parfois restreint la transition énergétique à la question du nucléaire, alors que le sujet fondamental, c'est sobriété des usages. Hein, dans l'énergie, ai-je besoin de chauffer à 28 degrés? Pas sûr. Donc là, ai-je besoin de 3 véhicules? Pas sûr. Et ensuite, il y a une question d'efficacité. Je commence par être efficace en énergie et ensuite efficace en matière avant de m'interroger sur la fin de vie de mon produit et son recyclage. Donc, le sujet, c'est on a trop souvent commencé par la fin au lieu de commencer par le début. Donc, il faille améliorer les process de recyclage, certes et absolument, mais c'est un sujet parmi 15 dans cette question de basculer le monde vers l'économie circulaire. Et si on ne s'intéresse qu'au recyclage, on oublie 14 sujets sur 15. Ben, merci beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Alors, comme je disais, on ne peut pas répondre à toutes les questions. De toute façon, on pourra faire aussi des échanges comme ça apparaît en ligne. Il pourra y avoir des réponses des uns et des autres. Mais on va enchaîner justement. J'oublie pas Adèle Chasson, donc, qui est chargée de mission chez HOP, hein, HOP Halte à l'obsolescence programmée. Vous allez nous en dire plus. Continuez hein, dans l'onglet questions-réponses à poser vos questions parce qu'après, on va enchaîner et pouvoir encore plus échanger après cette présentation. Donc, je passe la parole à Adèle. Allez-y, je vous en prie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à ce webinaire. Je suis ravie de voir qu'il y a autant de monde. Donc, je vais continuer. Attendez, je vais vous partager mon écran déjà. Voilà, ça devrait fonctionner. Est-ce que vous voyez mon écran, Nathalie? Oui, c'est bon. Ouais. Tu peux le mettre en plein Ok, écran. super. Ouais. Alors, du coup, je vais partir, moi, sur des sujets un peu plus circonscrits que ceux dont Sébastien a parlé. Je vais juste essayer d'enlever ça si je peux. Voilà. D'abord, je vais commencer par quelques chiffres. Donc, on a pas mal parlé d'impacts environnementaux juste avant. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'impact environnemental de l'obsolescence programmée et de la durabilité des produits en général, c'est ces quelques chiffres. Donc, 70 kg, 80% et 23 kg. 70 kg, c'est le poids de matière nécessaire pour fabriquer un smartphone de 70 grammes. Donc, il faut savoir que ça mobilise énormément de matière. 80%, c'est les impacts environnementaux du smartphone à la phase de fabrication. C'est-à-dire que 80% des impacts du smartphone, en fait, sont situés à la phase de fabrication et non pas de distribution, d'utilisation ou de fin de vie. C'est principalement l'extraction des matériaux qui est à l'origine de cet impact environnemental fort. Et 23 kg, c'est le poids des déchets électriques et électroniques que jette chaque Français chaque année. Et juste pour rajouter un petit chiffre sur l'impact vraiment en termes de CO2, de l'allongement de la durée de vie des produits, il y a une étude qui montre que si on allongeait la durée de vie des smartphones, de tous les smartphones en Europe d'1 an, on pourrait éviter 2 millions de tonnes de CO2 à peu près, c'est-à-dire l'équivalent de 1 million de voitures. Donc, c'est un impact environnemental énorme qu'on n'imagine pas toujours en termes de climat, mais c'est aussi vraiment un enjeu. Il y a 3 formes d'obsolescence principales. On parle d'obsolescence technique, d'obsolescence logicielle et d'obsolescence esthétique. L'obsolescence technique, je pense, c'est celle que vous connaissez tous. C'est quand on n'a plus de pièces détachées à l'heure qu'on doit réparer son produit. C'est quand on voit vraiment une panne irréparable. Cette obsolescence vraiment tangible et vérifiable. L'obsolescence logicielle, elle est plus nouvelle. C'est plutôt quand vous faites une mise à jour de votre smartphone ou de votre ordinateur et d'un coup tout rame, ou alors vous ne pouvez plus installer d'application parce qu'on vous dit que votre modèle est trop ancien. Et ensuite, il y a l'obsolescence esthétique qui, elle, est un concept un peu plus subtil, un peu plus complexe, qui renvoie à toutes les stratégies marketing et publicitaires autour du renouvellement des produits. Juste pour dire un mot de l'association HOP à laquelle je travaille, du coup, on a 3 missions, celle de sensibiliser, celle d'influencer les pouvoirs publics et les industriels,
et de fédérer les citoyens, les experts, les associations vers des produits plus durables et réparables. Ce qu'il faut savoir aussi, dont je reprends du coup la question que fait la police de Sébastien, c'est que l'obsolescence programmée, c'est un délit en France depuis 2015. On est le seul pays au monde à avoir fait de l'obsolescence programmée un délit. Et la loi de transition énergétique l'a définit comme l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'association HOP s'est saisie de ce délit et a porté plainte contre Apple en 2018. 2017, même le chiffre est erroné, pardon. On a porté plainte contre Apple parce qu'on avait récolté environ 15 000 témoignages d'utilisateurs qui avaient eu des problèmes sur leur smartphone suite à une mise à jour du système d'exploitation. C'est-à-dire que la batterie se déchargeait très vite ou que les applications s'ouvraient très lentement. Et Apple et Samsung ont été condamnés en Italie en octobre 2018 pour les mêmes faits. Et la conclusion de cette enquête contre Apple, elle a été rendue très récemment. Il y a eu une amende de 25 millions d'euros qui a été infligée à Apple en février 2020. Ce qui pour nous est une étape historique dans la reconnaissance des droits des consommateurs pour se prémunir de l'obsolescence, même si on regrette que en fait, ça n'ait pas été jugé sur la base du délit d'obsolescence programmée, mais sur la base des pratiques commerciales trompeuses. Si je rentre maintenant plus dans le vif du sujet de la durabilité et des mesures législatives pour la durabilité, j'aimerais revenir un peu sur le contexte jusqu'en 2020. Donc, en 2014, on a une loi qui s'appelle la loi consommation qui améliore déjà l'information sur la disponibilité des pièces détachées et l'application des garanties légales. Sur la disponibilité des pièces détachées, en gros, la loi dit à partir de maintenant, il faut que ce soit écrit la durée de disponibilité des pièces. Sauf que le décret, finalement, n'était pas très, pas très efficace parce qu'il disait si vous n'avez pas de pièces détachées, vous n'avez pas à l'écrire. Il faut l'écrire que s'il y a des pièces détachées. C'est-à-dire qu'un distributeur qui propose des pièces détachées pendant 10 ans a l'obligation légale de l'écrire. Par contre, celui qui n'en propose pas n'a aucune obligation. Donc, ce n'est pas très incitatif. Mais bon. Ensuite, en 2015, il y a eu un tournant avec la loi de transition énergétique qui définit et punit l'obsolescence programmée et qui prévoyait des tests d'affichage du prix à l'usage, c'est-à-dire et d'affichage de la durabilité. C'est-à-dire qu'il disait sur un produit, vous pouvez dire que ça coûte tant d'euros et que ça coûte tant d'euros par an si vous arrivez à objectiver la durabilité. On a vu aussi qu'il y avait beaucoup d'initiatives volontaires qui avaient émergé, comme celle de Seb, par exemple, qui a lancé un logo produit réparable 10 ans, de iFixit qui fait une note de réparabilité sur les produits, ou encore de Ma Garantie 5 ans qui vient de créer un indice de durabilité volontaire. L'étape suivante, ça a été la feuille de route économie circulaire, qui était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron. C'était en fait des travaux collaboratifs avec les parties prenantes autour de l'économie circulaire au sens vraiment large, donc les déchets du bâtiment également, etc. Et la durée de vie des produits. Il y a une mesure qui nous intéresse plus particulièrement là-dedans, c'est l'indice de réparabilité qui prévoit d'afficher de manière obligatoire à partir du 1er janvier 2020 pour les équipements électriques et électroniques une information simple sur leur réparabilité. C'est l'ADEME qui développe donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui développe ce référentiel sur le modèle de l'étiquette énergie, et la France portera cette mesure au niveau européen pour en faire une obligation harmonisée. Deux objectifs de cet indice de réparabilité: d'abord promouvoir une meilleure information pour les consommateurs, donc qui aurait une note pour savoir à quel point tel ou tel produit est plus réparable qu'un autre, et encourager les fabricants à une compétition saine pour avoir la meilleure note possible et donc améliorer la conception de leurs produits. L'indice de réparabilité, je vais en dire un peu plus parce que ça faisait vraiment partie des priorités de HOP dans le cadre de cette loi anti-gaspillage dont je parlerai un peu plus tard. Ça va prendre la forme de 5 critères pour une note sur 10. Le premier critère, ça va être l'information, sur l'information de réparation. Est-ce que cette information est disponible pour seulement les réparateurs agréés, seulement les consommateurs, ou alors carrément les consommateurs?
en sachant que cet indice de réparabilité est renseigné par le fabricant. Le deuxième critère, c'est la facilité de démontage. Là, ça s'appuie sur un standard européen et sur la disponibilité des pièces pour les réparateurs agréés, indépendants, etc. Ensuite, on a la disponibilité des pièces détachées, donc pareil, le délai de livraison, la durée de disponibilité. Le prix des pièces détachées, qui sera calculé en fonction du prix de la pièce la plus chère et du prix du produit neuf. Parce qu'on voit que, par exemple, sur l'électroménager, quand le prix excède 30% du prix du produit neuf, on ne répare pas. Quand le prix des pièces détachées excède 30% du prix neuf. Et le critère 5, enfin, est spécifique au produit, c'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, que sur les smartphones, on va prendre en compte justement cette obsolescence logicielle en disant que si le fabricant fait des efforts sur le logiciel libre, par exemple, on peut avoir plus de points sur cette note sur 10. Alors, où on en est de cet indice de réparabilité? Il a été traduit dans la loi à l'article 16 de la loi anti-gaspillage. Et depuis à peu près… alors, j'ai des notifications qui s'affichent, mais je ne sais pas si c'est… pardon, mais c'est bon. Les slides vous seront partagés. Oui, c'est possible pour nous d'envoyer les slides. Donc, les groupes de travail ont été lancés par le ministère de l'Environnement et l'ADEME pour décliner l'indice par catégorie de produits et pour développer ce 5e critère. Donc, les premiers produits qui seront concernés par l'indice seront les lave-linges, les smartphones, les ordinateurs portables, les télévisions et les tondeuses. Là, on est en phase aussi d'expérimentation pour calculer les notes et améliorer le mécanisme. Et puis, jusqu'à la crise actuelle, il y avait aussi des expérimentations qui étaient menées, notamment avec Fnac Darty, pour voir si les consommateurs comprennent ce que c'est que l'indice de réparabilité et ce que ça signifie. Il y a des décrets qui sont à paraître à l'été 2020 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2021. Alors, notre analyse, c'est que cet indice de réparabilité, c'est un outil important pour mieux distinguer les produits réparables en magasin, ce qui aujourd'hui est impossible pour les consommateurs, mais qu'il faut être très vigilant à la mise en œuvre. C'est-à-dire prendre en compte le prix des pièces détachées, pour nous, c'est essentiel, parce que, par exemple, on voit sur certains smartphones que la réparation d'un écran peut coûter en moyenne 300 € jusqu'à 360 € sur un des derniers iPhones. Mais que en fait, les Français ne dépensent pas plus de 300 € pour leur smartphone de manière générale. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas forcément incitatif de réparer. Et ça n'aurait pas de sens d'avoir un indice de réparabilité avec vraiment 10 sur 10, mais où le prix des pièces détachées est énorme. Ensuite, pour nous, c'est important aussi de prendre en compte le logiciel, les mises à jour, et enfin d'avoir un indice réellement différenciant. Ça, c'est un vrai enjeu de lobbying parce que on voit que parfois, on risque d'avoir un indice où en fait tout le monde a 10 sur 10 ou 8 à 10 sur 10 et du coup qui ne nous permet pas vraiment de distinguer de produits plus ou moins réparables. Il y a aussi un enjeu sur la vente en ligne parce que beaucoup d'acteurs se plaignent que Amazon ou d'autres acteurs de vente en ligne ne seraient potentiellement pas concernés par cet indice. Normalement, ce sera le cas, mais ce sera un enjeu vraiment de contrôle ensuite, après la mise en œuvre. Pour nous, c'est important aussi d'avoir de la transparence, c'est-à-dire qu'on ait accès aux détails de la note pour vérifier les informations qui sont données par les fabricants et pas par les consommateurs, désolé. Et puis avoir des sanctions et contrôles suffisants pour avoir un indice. Il y a aussi un indice de… En fait, pour nous, c'était une de nos priorités également. L'indice de réparabilité doit être une étape vers un indice de durabilité qui est vraiment la priorité pour les consommateurs. Et ça a été obtenu dans la loi. L'indice de réparabilité va se transformer en indice de durabilité en 2024 avec des critères de fiabilité et de robustesse des produits. Et puis, l'indice va être étendu à d'autres catégories de produits et il y aura normalement un indice européen. Sur les autres obligations de la loi anti-gaspillage, on a donc l'information sur l'information et la protection des consommateurs, comme le disait Sébastien, il y a beaucoup de mesures. Donc, l'indice de réparabilité et de durabilité. Il y a aussi une évolution des garanties légales. En fait, quand on va, à partir de 2022, quand on va faire jouer la garantie légale en cas de panne,
on va avoir un avantage si on choisit de réparer. C'est-à-dire que si vous choisissez de faire réparer votre produit plutôt que de le faire remplacer, vous aurez le choix. Vous aurez une extension de la garantie légale de 6 mois si vous choisissez la réparation. Ça a pour but d'inciter en fait, à faire de la garantie un outil au service de l'allongement de la durée de vie des produits. Les publicités incitant à détruire des produits, oui, ça existe. Elles seront désormais interdites. Pour faciliter la réparation, il y a pas mal de mesures sur les pièces détachées. D'ailleurs, tout ça, vous trouverez aussi pas mal d'articles sur notre site altobsolescence.org sur le détail de ces mesures et comment elles fonctionnent. Là, je suis obligée de passer assez rapidement. Il y a plus d'informations du coup sur la disponibilité des pièces. Comme je le disais tout à l'heure, à partir de maintenant, on va devoir le dire quand les pièces détachées ne sont pas disponibles, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Le délai de livraison est réduit à 15 jours ouvrables, donc 3 semaines contre 60 jours ouvrables actuellement. Il y a un article qui prévoit l'ouverture des plans en impression 3D des pièces détachées lorsque elles ne sont plus distribuées. Les réparateurs sont encouragés à proposer des pièces détachées issues du réemploi. Et enfin, il y a une obligation aussi importante qui est de proposer des pièces détachées obligatoirement pendant un minimum de 5 ans pour le matériel médical et les équipements électriques et électroniques, notamment les smartphones et ordinateurs portables. Il y a aussi un fonds réparation. En fait, les fabricants, aujourd'hui, dans le principe du pollueur-payeur, financent le recyclage et la fin de vie des produits, mais pas la prévention des déchets. Donc, ce fonds de réparation nouvellement créé, il va permettre de faire financer les fabricants la réparation et de la rendre moins chère pour les consommateurs. Et puis, il y a aussi un fonds pour le réemploi et une définition légale des produits reconditionnés. Il y a aussi plusieurs mesures sur la conception, c'est-à-dire l'interdiction de l'irréparabilité intentionnelle, les mesures sur la commande publique et un rapport sur l'économie de la fonctionnalité. Il y a quand même des manques dans cette loi, même si on peut quand même se satisfaire de pas mal de mesures. D'abord, l'obsolescence logicielle, on voit que ça reste assez faible. Il y a seulement une obligation d'information sur les conséquences des mises à jour sur le fonctionnement de l'appareil. Et il y a un passage qui dit que si on refuse une mise à jour, en tant que consommateur, ça peut être considéré comme de notre faute si on a été informé du fait que ça pouvait planter, mais qu'on l'a quand même refusé. Pour nous, en fait, la priorité vraiment pour lutter contre l'obsolescence logicielle, c'est de séparer 2 types de mises à jour. Les mises à jour correctives qui visent à apporter des réponses à des failles de sécurité et des mises à jour évolutives qui, là, vont revoir tout le design de votre téléphone, par exemple, du système d'exploitation et qui sont généralement beaucoup plus lourdes que les mises à jour seules de sécurité. Et c'est ça qui cause en fait l'obsolescence logicielle parce qu'elles sont trop lourdes. Sauf que ça, on n'a pas réussi à l'obtenir dans la loi, donc ça peut potentiellement aussi être un sujet européen. On peut aussi aller vers une garantie logicielle. Il y a une garantie logicielle de 2 ans qui est prévue dans la loi qui dit en gros que pendant 2 ans après l'achat, il faut que le logiciel fonctionne avec le produit. Nous, on aimerait que ce soit jusqu'à 8 ans. Et puis, c'est vrai qu'il faut reconnaître que le sujet est quand même relativement nouveau et complexe. Il y a des responsabilités multiples avec des acteurs qui ne sont pas seulement en France ou en Europe. Et donc, il y a un rapport du gouvernement à venir sur cette obsolescence logicielle. Sur l'obsolescence esthétique, la publicité, il y a 2 petites mesures. Interdiction des publicités incitant explicitement à détruire des produits. Ça fait écho à une publicité de Cdiscount de 2018, je crois, qui disait en fait, qui incitait clairement au renouvellement prématuré des produits en disant que c'était une personne qui se disait « Ah, mon vieil ordinateur fonctionne encore, mais un accident est si vite arrivé. En gros, je vais le casser volontairement pour profiter des soldes. » Donc là, l'ADEME avait réagi là-dessus, mais il n'y avait pas de texte de loi en fait, qui interdisait ça. Donc maintenant, ce ne sera plus possible. Et puis, il y a une interdiction aussi des publicités trompeuses à l'occasion du Black Friday qui mettent en avant des promotions parfois un peu exagérées. Mais nous, on regrette quand même qu'il n'y ait pas de mesures sur des messages de sensibilisation justement à l'impact environnemental du renouvellement prématuré des produits ou des formations sur les professionnels de la publicité, de la communication.
Mais là-dessus, sur la publicité, il y a un rapport qui va arriver aussi. Et puis, la Convention citoyenne pour le climat, apparemment, s'est emparée du sujet. Donc, à suivre. Sur les mesures européennes, on voit qu'on a fait un petit sondage en 2019 au moment des élections. Et on voit que ce qui ressort très clairement, c'est des mesures pour voir en fait quelles étaient les priorités des consommateurs sur les mesures européennes. Ce qu'on voit, c'est que interdire l'obsolescence programmée en Europe ressort comme vraiment la mesure la plus importante. Il y a aussi imposer la disponibilité des pièces détachées pendant une durée minimale ambitieuse, allonger la durée de la garantie légale à 5 ans, afficher obligatoirement la réparabilité, la durabilité, etc. L'Union européenne se saisit aussi de ce sujet depuis mai 2019, la nouvelle élection. Elle a sorti il y a très peu de temps un nouveau plan d'action sur l'économie circulaire. L'une des mesures principales, c'est d'appliquer des nouvelles normes qu'on appelle éco-design à plus de produits. C'est-à-dire que jusqu'en 2016, c'était des normes sur, par exemple, un radiateur ne doit pas consommer plus de temps d'énergie par heure. À partir de 2016, ça a été aussi des critères comme il faut que tous les lave-linges commercialisés dans l'Union européenne doivent proposer des pièces détachées pendant 10 ans, par exemple. Et donc ça va être le cas aussi. Maintenant, ça va être étendu aux smartphones. Il va y avoir de nouvelles obligations sur la réparabilité, la durabilité, donc c'est super. Il va y avoir une stratégie sur les textiles. Et puis, comme le disait Sébastien, il y a besoin de mesures fiscales aussi et financières. Et donc, l'Union européenne s'est engagée à étudier ou à permettre une évolution de la TVA pour encourager l'économie circulaire, c'est-à-dire, par exemple, des taux de TVA réduits sur la réparation, le réemploi, etc. Comme on a évoqué donc les entreprises, comment les entreprises s'engagent, est-ce qu'il y a des entreprises plus volontaires que d'autres? Nous, pour fédérer ces entreprises pionnières volontaires, on a créé le Club de la durabilité qui a pour objectif de réunir un écosystème d'entreprises qui veulent en fait opérer ce changement vers des produits et des biens et services plus durables et réparables. Donc, on a vraiment une vingtaine d'entreprises, de la start-up au grand groupe. Donc, ça va d'une petite start-up de réparation qui s'appelle Murphy, par exemple, jusqu'à des grands groupes comme Michelin, Fnac Darty. Et on essaye de montrer justement comment, en tant qu'entreprise, on peut rester rentable, profitable, mais anticiper ces évolutions législatives sur la réparabilité, la durabilité, et puis partager des bonnes pratiques entre différents secteurs et opérer ce changement vers l'économie circulaire. Voilà, merci à tous. Pour en savoir plus, notre site Halte Obsolescence ou le site du Club de la durabilité. Et puis, vous pouvez m'écrire aussi en sachant que je fais une autre formation un peu plus longue la semaine prochaine sur tous ces enjeux de plaidoyer, si ça en intéresse certains. Merci. Merci beaucoup Adèle Chasson pour cette présentation qui a été très dense. Alors ça a suscité beaucoup de questions, donc c'est pour ça, c'est vraiment un sujet aussi, on va dire, assez neuf, et donc c'est pour ça que je vais vous faire aussi réagir à ces questions-là. Je voulais revenir sur Apple, sur la condamnation d'Apple, parce qu'il y a une question à un moment, vous avez évoqué le fait qu'il n'avait pas été condamné finalement sur le critère de l'obsolescence programmée, mais sur une pratique commerciale trompeuse, puisqu'en fait il a dit qu'il avait Apple a reconnu avoir ralenti l'iPhone afin de prolonger la durée de vie de la batterie. Et c'est un peu la difficulté en termes d'obsolescence programmée, comme vous l'avez dit, on est les seuls en France à avoir défini ce délit-là, et certains disent la difficulté, c'est de prouver le caractère intentionnel. Alors c'est vrai que c'est compliqué quand en plus quand il y a un jugement, on rentre pas tout à fait dans ce détail-là. Alors il y a un de ceux qui nous suivent qui dit c'est déroutant en fait. Oui, c'est sûr. C'est vrai que pour nous, c'était aussi une déception que le jugement, l'arbitrage plutôt, ne se base pas sur l'obsolescence programmée. Je pense que les autorités ont dû trouver ça difficile à prouver parce qu'il y a deux choses en fait à prouver. À la fois le caractère délibéré. Il faut que la durée de vie du produit ait été réduite délibérément dans le but d'en augmenter le taux de renouvellement, donc de pousser un nouvel achat. Et ça, c'est assez compliqué à montrer, quoi. C'est sûr. Mais bon, on espère. On a une autre enquête en cours sur Epson
sur l'obsolescence programmée des imprimantes. Et donc, on espère que ça donnera lieu à un autre jugement. Donc, il y a ça. Donc, c'est la question de l'obsolescence programmée, si bien que certains se demandent si c'est un fantasme ou une réalité. Même, je lisais quelqu'un qui disait que finalement, cette notion-là, ça dédouane un petit peu le consommateur qui va se dire, de toute façon, plus rien ne se répare maintenant. Oui, alors, j'ai déjà entendu cette critique pas mal de fois. C'est vrai que l'obsolescence programmée, en fait, c'est un sujet assez restreint. En fait, on parle d'obsolescence programmée, ça existe, l'obsolescence programmée, on essaye de le prouver dans des rapports d'enquête, etc. Mais ce n'est pas le seul problème, en fait. C'est aussi, pour nous, un moyen de parler de sujets beaucoup plus larges et peut-être un peu moins provocateurs, qui sont justement tous ceux dont j'ai parlé, c'est-à-dire la disponibilité des pièces détachées, la réparabilité, l'obsolescence logicielle, et tous ces sujets-là qui sont autour de l'obsolescence programmée au sens très restreint. Mais le problème, c'est plus la durabilité, en fait, le sujet le plus intéressant. C'est de faire en sorte que on ait des produits qui aillent vers plus de durabilité et pas vers moins de durabilité, comme c'est souvent le cas. Alors, sur l'indice de réparabilité en lui-même, j'ai bien compris, c'est en train d'être élaboré. Comment ça va être fait? Comme toujours, il ne faut pas aussi que le consommateur se perde dans regarder de près les notes. J'ai bien compris aussi, parfois, c'est fourni par aussi les fabricants eux-mêmes. J'ai une question aussi sur le fait, ça s'applique aux produits neufs. Est-ce qu'on pourrait envisager de faire quelque chose pour les objets qui existent déjà? Je pense que ça va être un peu compliqué, mais comment ça va se mettre en place? Alors, ça va se mettre en place à partir de 2021. Sur le fait que ça va être rétroactif ou non, ça, c'est encore à l'étude. Beaucoup de fabricants refusent que ce soit rétroactif, pour des raisons vraiment de complexité de mise en place de cet indice, parce qu'il faut calculer sur chaque produit tous ces critères, etc. Mais ce n'est pas encore défini si ce sera rétroactif ou non, sachant que là, justement, bon, normalement, ça devrait quand même entrer en vigueur en 2021, mais il y a quand même un tout petit doute sur le fait que est-ce qu'on va vraiment réussir à le faire étant donné les circonstances. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est, on l'a dit, on a été les premiers en France à mettre ça en place, ce délit. On est très en avance avec cette loi aussi anti-gaspillage, on est très en avance. On dit souvent qu'on dépend aussi de ce qui se passe en Europe. Finalement, on a l'impression que la France aussi est un moteur sur ces sujets-là. Oui, sur ce sujet en particulier, c'est vrai que la France fait figure d'exemple. Le seul problème, c'est qu'il y a certains sujets où la France ne peut… Bon, alors parfois aussi, l'Europe est utilisée comme un prétexte, hein, très clairement, pour ne pas agir, en disant que si on le fait pas au niveau européen, ça sert à rien de le faire au niveau français, etc. Donc nous, on essaie de se battre aussi contre ça, en disant qu'on peut montrer l'exemple et justement tester des politiques publiques. Mais c'est vrai qu'il y a certains sujets sur lesquels ça a plus de sens d'agir au niveau européen, par exemple sur vraiment des normes sur les produits, de dire tous les lave-linges commercialisés dans l'Union européenne doivent avoir tel et tel critère de durabilité, être fabriqués de telle manière. Ça, c'est vrai que ça a plus de sens de le faire au niveau européen pour le marché intérieur, etc. Et j'avais une question sur l'étiquette énergie. Pardon. Non, pardon, c'est pas grave. C'est vrai que de plus en plus, il y a des logiques de plus en plus, il y a quand même des logiques de mise sur le marché à l'échelle de l'Europe, parce qu'on a un marché commun sur un certain nombre de produits. Donc, si on veut prendre le problème à la racine et de le prendre dès la conception du produit, à partir du moment où la France fait partie d'un marché commun, il faut aborder les sujets d'un point de vue européen. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, la gestion des déchets en fin de vie, elle est plutôt la charge des collectivités par des filières locales. Donc, c'est sûr que tout ce qui va être facilitation du réemploi, ça va être forcément des circuits courts. Et donc, il y a bien des logiques locales à mettre en œuvre. Mais cet acte de conception, souvent beaucoup de produits sont conduits. Voilà, il n'y a pas des téléphones qui sont conçus différemment pour la France, pour l'Allemagne ou pour le Luxembourg. Voilà, il y a une conception mondiale. Et donc, s'il n'y a pas des règles claires et dictées, et s'il y a des règles indiquées en France, pour pas qu'un industriel dise je m'en moque, moi, de toute façon, je vends suffisamment en Allemagne et en Angleterre, c'est d'une puissance extrême de pouvoir dire maintenant, il y a des règles et vous rentrez ou vous rentrez pas sur le marché européen, c'est avec ces règles-là.
Et c'est là que l'Europe devient très puissante, parce que pour le coup, il n'y a aucun industriel qui peut se permettre de se priver du marché européen aujourd'hui. Oui, il y a une question qui se pose d'ailleurs. Est-ce qu'on risque pas un recours au niveau de l'Union européenne pour frein à la concurrence et distorsion? Oui, oui, tout à fait, oui. En fait, c'est un peu le problème et c'est justement un des arguments principaux des entreprises qui est entendable aussi, hein, qui est que c'est plus facile d'anticiper, de s'adapter à de nouvelles obligations réglementaires si c'est pour toute l'Europe plutôt que telle obligation pour la France, l'autre pour l'Allemagne, etc. Donc, ça, on peut l'entendre, mais c'est vrai que parfois, ça va plus vite de négocier au niveau français qu'au niveau européen. Et on va plus loin aussi. Par exemple, sur l'indice de réparabilité, actuellement, celui qui est à l'étude au niveau européen ne prend pas du tout en compte le prix des pièces détachées. Donc, vous pourrez très bien, en fait, normalement, avec leur indice, avoir un indice à 10 sur 10, mais une réparation à un prix exorbitant, en fait. Donc, parfois, c'est quand même intéressant de faire les choses en France aussi et d'essayer de pousser, quoi. Surtout sur des expérimentations qui relèvent de Alors, l'affichage j'avais une d'informations dernière petite consommateurs. question. Parce qu'on voit bien qu'en tout cas, c'est clair que bon, de toute façon, c'est édité dans des langues différentes. On peut avoir des critères différents, puisque le produit n'a pas forcément un emballage unique d'un produit à l'autre, quand même il a été conçu une seule fois. Donc l'idée, c'est que si ça sert d'expérimentation avant un changement d'échelle à grande échelle, il y a aussi une logique d'expérimentation locale, régionale ou nationale avant changement d'échelle européen. Alors, j'avais une dernière petite question. Après, on ouvrira plus largement sur les enjeux puis les solutions pour les entreprises autour de l'obsolescence et la réparabilité, Adèle Chasson. Sur les repair cafés, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, on en voit. Hein, d'ailleurs, voilà, j'habite dans le 18e, il y en a un qui s'est mis en place il n'y a pas longtemps à côté de chez moi. Et ça a été évoqué, ça, à travers la loi, ces repair cafés, comment les développer, parce que justement, on veut lutter contre l'obsolescence. Non, pas vraiment. Dans la loi, ça n'a pas vraiment été évoqué. En fait, il y a un fonds pour le réemploi qui va financer plutôt des ressourceries et ce genre de structures en général qui ont pas mal qui ont à la fois un impact social parce qu'ils emploient souvent des personnes éloignées de l'emploi, tout ça, et environnemental puisqu'ils évitent des déchets, mais il manque de financement. Et donc, il y a un fonds réemploi pour appuyer ces structures importantes. Par contre, sur les repair cafés, il n'y a pas grand-chose. Ça dépend en général un peu plus de la bonne volonté du pouvoir local qui peut mettre à disposition des bâtiments, faire de la communication, financer ces associations. Mais en général, ça reste des petites associations locales, quoi. Alors, il y a une question qui peut être posée à tous les deux, parce que c'est un dilemme qui est posé par un de ceux qui nous suivent. Prolonger la vie de produits qui polluent, hein, comme des réfrigérateurs énergivores, versus nouveaux produits éco-conçus et frugaux. Ouais. C'est un sujet fondamental, oui. Oui, c'est vrai que c'est un sujet sur certains produits, notamment les lave-linges, les voitures, qui ont un impact fort au moment de l'utilisation aussi. Mais quand même, pour la plupart des produits, et surtout l'électronique, en fait, ça marche quasiment jamais. En fait, il faudrait l'utiliser pendant 100 ans, votre smartphone, si on voulait compenser les impacts de la fabrication. Donc, souvent, c'est quand même pas le cas, sauf pour certains produits précis. Et les lave-linges, par exemple, c'est à partir de 9 ans. Donc, quand même… Pour compléter la réponse d'Adèle, je pense que c'est un sujet qui est fondamental. C'est comment on arbitre entre des exigences de transition énergétique, par exemple, et de sobriété en ressources. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on était assez peu documenté, on avait peu d'informations pour faire cet arbitrage en termes d'efficacité ressources. Est-ce qu'aujourd'hui, tel matériau que je peux acheter neuf, il y en a un qui est 3 fois moins impactant que l'autre? Et ça, aujourd'hui, je ne le sais pas. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est que pour faire cet arbitrage, d'un côté, on a des critères énergétiques sur lesquels c'est très objectivé de façon très rationnelle. On a des étiquettes énergie avec des méthodes et c'est fiable. Là, aujourd'hui, cette information de savoir est-ce que si je prends de nouveaux matériaux, il va avoir pour sa fabrication consommé 35 ans de vie du produit précédent que j'utilisais ou non, et ben, cette information n'était pas disponible. Donc, en tout cas, ce qui va être vertueux, c'est qu'on va commencer par documenter très fortement ces sujets avec des méthodologies fiables qui va nous permettre ce type d'éclairage. Et l'idée, c'est aussi de plus en plus, et en lien avec notion de réparabilité, c'est est-ce que je mets à la poubelle l'ensemble de mon équipement précédent ou seulement une partie? On a par exemple une évolution intéressante dans le monde de l'automobile
ou des gens plutôt de dire je mets à la casse mon véhicule diesel pour basculer vers un véhicule électrique. Je vais éventuellement garder mon véhicule diesel, mais n'enlever que le moteur et remplacer uniquement le moteur par un moteur électrique dans une logique de rétrofit. Donc, de plus en plus, ce qui sera aussi un enjeu, c'est d'enlever la pièce et pas l'ensemble de l'objet à la benne, mais la pièce uniquement qui mérite d'être changée par un éventuellement moteur plus efficace ou une autre pièce, une lampe qui aurait en tout cas une durée de vie, une performance énergétique meilleure. Mais donc, on va vers de plus en plus de données pour des arbitrages plus intelligents. Et j'ajoute aussi que, désolée s'il y a un décalage parce que ça coupe un peu de mon côté, mais que c'est très important d'avoir des analyses du cycle de vie à chaque fois pour les produits pour voir en fait où se situent les impacts de la fabrication jusqu'à la fin de vie. Et ça permet vraiment de s'appuyer sur une base technique pour comprendre en fait ce qui est plus intéressant. Est-ce que c'est de renouveler ou de prolonger la vie du produit? Alors justement, l'objet aussi de ce webinaire, c'est nouvelles obligations, nouvelles opportunités. Donc pour ceux qui nous suivent, vous avez commencé à l'évoquer, hein, les solutions qu'il pouvait y avoir pour les entreprises. Vous avez parlé, Adèle Chasson, notamment de ce club que vous avez mis en place avec l'idée de partager les bonnes pratiques, de diffuser l'expertise, de fonctionner aussi en écosystème, parce que finalement, cette problématique, on parlait de l'automobile il y a un instant, mais elle peut être la même ailleurs, et en fait, finalement, se donner des bonnes idées entre entreprises, on va dire, de types différents. Oui, c'est ça. En fait, on a plein de secteurs dans le club de la durabilité. Par exemple, ça arrive que justement un vendeur de pièces détachées, d'électroménager partage un peu ses bonnes pratiques, ses astuces avec un vendeur de pièces détachées de l'automobile. Il y a pas mal de… En fait, tous les secteurs peuvent être concernés par cette thématique, et notamment des secteurs qu'on n'imagine pas forcément au premier abord, comme le textile ou encore l'immobilier, le bâtiment, parce qu'il y a aussi des enjeux de réhabilitation des bâtiments existants plutôt que de démolition, reconstruction. Donc, en fait, il y a tous les secteurs et toutes les étapes du cycle de vie du produit aussi peuvent trouver un intérêt dans la durabilité et former un écosystème global. C'est l'idée que les déchets de l'un peuvent devenir les ressources d'un autre aussi, c'est ça? Oui, et puis, pas seulement les déchets, mais de voir que, ils peuvent proposer aussi des solutions en commun. Par exemple, on a un fabricant d'ordinateurs durables et réparables qui va collaborer avec un autre membre du club, iFixit par exemple, pour proposer sur le site de iFixit, qui est une sorte de Wikipédia de la réparation, qui va proposer directement ses tutoriels de réparation sur cette plateforme. Donc, ça permet aussi de s'enrichir mutuellement et de s'encourager. D'ailleurs, si vous nous suivez là sur l'onglet questions-réponses, si vous voulez faire un commentaire ou poser une question autour de ce que vous pouvez faire ou mettre en place, n'hésitez pas à commenter, c'est aussi l'objectif de ce webinaire. Alors Sébastien, je vous passe la parole aussi sur cette question, comment les entreprises peuvent prendre aussi ce sujet en main qui est vaste, parce qu'on a bien compris qu'on l'a vu, tout le cycle tout à l'heure quand vous l'avez présenté, ce grand cercle avec beaucoup d'enjeux qui ne concernent pas que le recyclage, on le redit. Je pense qu'il y a un vrai sujet de reconcevoir beaucoup de produits et de services, parce qu'effectivement, c'est aussi passer d'une logique où on n'est pas là à je vends un produit et puis je pars en courant, à de plus en plus cette logique de service dont le produit délivré est une des premières briques, mais pas l'unique, pour garder aussi une relation de long terme avec ses clients à qui on va apporter des conseils en termes de réparation, entretien et une relation de fond. Éventuellement d'ailleurs à passer de l'achat à la location ou la mise à disposition avec différentes formes. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à expérimenter. Et ce qu'il faut vraiment encourager les entreprises à faire, c'est tester des choses différentes. On voit bien aussi qu'il y a une maturité qui est là déjà pour une part essentielle pour une part importante en tout cas de la population. Voilà, il y avait 2% de gens qui achetaient bio il y a 20 ans. Maintenant, voilà, les gens qui ont déjà acheté bio une fois dans leur vie, c'est des quantités impressionnantes de gens. Donc, on a bien vu dans ces baromètres sur la consommation responsable, les gens qui sont prêts à acheter des produits plus durables, il y en a de plus en plus. Et sur les segments de produits, ça va être de 5, 10, 15, 20, 30% du marché. Ça veut dire quand bien même l'obligation n'est pas assez forte,
aujourd'hui, si on fait des produits beaucoup plus qualitatifs en termes de développement durable, il y a déjà un marché, d'ores et déjà un marché pour ça. Donc, toute l'idée, c'est commencer à expérimenter ces nouveaux produits maintenant, avant ensuite de pouvoir passer à l'échelle de façon beaucoup plus large. Mais là, ce qui est vraiment, en tout cas, ce qui est essentiel, c'est d'expérimenter. Ce qu'on exposait, c'est que dans une phase où voilà, il y a des premiers pionniers qui expérimentent des choses et demain, il va falloir changer d'échelle. Donc, il y a des choses qui ont déjà commencé à changer d'échelle. C'était évoqué par Nathalie, par exemple, les pneumatiques qui sont dans les flottes entreprises maintenant plus vendues mais louées et conçues pour durer 5, 6, 7 ans plutôt qu'un ou 2 ans. Donc, il y a des progrès intéressants. Maintenant, ce qui est important sur ce qui fonctionne, c'est changer d'échelle, mais ce qu'il faut, c'est oser continuer à expérimenter parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'a pas encore les réponses et pour lesquels il va falloir travailler avant de changer d'échelle. Et c'est aussi un des sujets qui sera, à mon avis, beaucoup à débloquer à court terme. On l'évoquait sur la question des Repair Café, mais il y a d'autres cas qui se présentent. C'est comment on va mettre à disposition suffisamment de fonds pour l'innovation, l'expérimentation, parce que la première fois qu'on fait, forcément, ça coûte plus cher avant que ça se généralise et qu'on arrive à une démocratisation au plus grand nombre du fait d'une baisse de prix. Donc, ce qui va être vraiment important, c'est qu'on ait pas mal d'appels à projets financés correctement pour arriver à déployer à grande échelle ces solutions. Oui, entièrement d'accord. Et puis, j'ajoute juste que sur cette question de un marché de niche qui… Enfin, aujourd'hui, en fait, quand même, les produits et services durables, réparables, ça reste assez minoritaire par rapport à un système global qui reste celui d'une surconsommation, du Black Friday, etc. Mais justement, c'est une question qu'on essaye d'aborder avec le Club de la durabilité où on produit un rapport chaque année. Et notre dernier rapport, c'était justement sur cette question de comment on fait pour passer de la niche de consommateurs déjà engagés à une diffusion beaucoup plus globale de ces solutions et quels sont les freins. Et donc, il y a plusieurs freins. Il y a le coût des produits plus durables et réparables, la praticité aussi. Parfois, c'est plus pratique de commander sur Amazon, ça arrive demain, un produit neuf plutôt que de faire réparer. On ne sait pas à qui s'adresser. Il y a des problèmes de confiance. Enfin, toutes ces questions passionnantes que je vous invite à découvrir dans le rapport. Alors justement, il y a une question, parce que j'avais interpellé aussi ceux qui nous suivent, de Dorothée Ackert qui se demande s'il existe une source recensant par produits et matériaux le bilan global permet de comparer efficacement les différentes options possibles. Je vais laisser Sébastien peut-être répondre parce Non, que… c'est pas là. Si vous trouvez une source qui permette sur l'équilibre renouvellement, enfin impact ressources et carbone, il y a assez peu de données en général. Faut regarder peut-être les données de l'ADEME, mais c'est tout ce que je peux recommander. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs une des limites au fait d'avoir des mesures plus dures en termes d'obligations ou de contraintes, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de données. Et aujourd'hui, les données sont souvent autoproduites avec des méthodologies différentes. Il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été menées ces 2 dernières années, notamment dans le BTP, où on s'est dit qu'il faudrait mesurer, au-delà de la consommation des bâtiments, leur impact carbone. Mais le problème, c'est que la méthodologie qui est utilisée pour les gens qui fabriquaient des fenêtres PVC ou des fenêtres en bois n'était pas la même chose. Qu'est-ce que j'inclus, qu'est-ce que j'inclus pas? Est-ce que j'inclus les tonnes CO2 liées à l'absorption par les forêts de carbone pendant la croissance des arbres? Est-ce que je considère que les arbres, en moyenne, ce sont des chênes ou je cherche une donnée spécifique pour chaque type d'arbre que j'ai utilisé? Comment je fais? Parce que j'ai un industriel vertueux qui produit avec un impact très limité en faisant les choses très bien en Normandie, mais la moyenne des pratiques de l'industrie est 4 fois plus impactante. Est-ce que je suis capable de faire la différence entre le produit a été sourcé chez un industriel vertueux en Normandie ou bien est-ce que j'applique pour des comparaisons globales une valeur moyenne de ce que sont les pratiques de l'industrie, même si celui-là a des pratiques beaucoup plus vertueuses? Il y a beaucoup de questions de méthodologie et de bases de données qui doivent être travaillées. Et avant de fixer des critères, en tout cas, c'est là qu'il y a besoin de gros travail. Et en ça, que tout ce qui va relever dans un premier temps des mesures liées à l'information consommateur, ça va forcer la constitution de bases de données de plus en plus fiables. On l'espère, parce qu'au départ, il y a forcément des bandits qui tricheront dans leurs calculs, mais ils seront en tout cas, ils seront surveillés et ils se feront prendre, je pense, de plus en plus. Mais c'est le grand sujet aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir des bases fiables sur lesquelles émettre des jugements. Parce qu'aujourd'hui, dire je vous taxe sur… Mais alors là, la question, c'est je vous taxe sur quelle base? Et si je veux faire du bonus-malus, sur quelle base je le fais pour que ce soit fiable et juste entre les filières? Et pour finir, c'est vrai qu'il y avait des questions assez atypiques parce que pour le coup, il y avait par exemple des produits issus de la filière bois dans le BTP
qu'apparaissaient ayant un impact pire que des matériaux d'origine fossile. Ça n'avait juste aucun sens, mais c'était lié justement dans ces expérimentations, en fait, il y avait des méthodologies hyper différentes utilisées par les uns pour les autres. Et pour le coup, une filière bois qui avait été très pro, très lucide et très transparente sur l'ensemble des impacts, là où d'autres filières ne l'avaient pas été. Et donc là, c'est vrai qu'on arrivait à des comparaisons qui n'avaient pas de sens parce qu'on ne parlait pas des mêmes choses. Donc ça va être un gros travail dans les années à venir. Bah oui, vous parliez du BTP qui maintenant est obligé d'être dans la traçabilité. Leur gros souci, c'est que certains avaient mis en place des outils qui leur étaient propres. Maintenant, ils ont besoin d'un outil commun, donc ils sont en train d'y réfléchir justement avec la création de la filière REP, etc. Mais ils n'ont pas d'outil commun et les données, on va dire, partent un peu dans tous les sens et c'est la grosse difficulté de la traçabilité. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a le véritable enjeu qu'il y aura là-dedans, c'est beaucoup la donnée, d'avoir la base des informations et malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait des sources encore qui recensent tout, même si l'ADEME doit être un bon outil. Et Adèle, il y a une question sur Hop. Vous travaillez uniquement sur les produits électroniques ou aussi sur les textiles? Alors non, on travaille sur tout type de produits. Ça peut être justement le produit électronique, électroménager aussi, textile. On a fait un rapport sur les collants, par exemple, en 2018, parce que c'était un produit assez emblématique un produit qui hier était durable et aujourd'hui suscite beaucoup de frustration. Et donc, on a essayé de creuser un peu le sujet pour voir comment ça se fait que le textile des collants en particulier a perdu de sa durabilité et comment on peut améliorer les choses. Voilà, c'est pour ça que vous aviez aussi mis le collant dans votre présentation. Vous êtes aussi dans ce domaine-là. Alors, si on veut se poser la question plus globale, Sébastien, vous l'avez abordé tout à l'heure, c'est vrai qu'on vit, comme je disais, une période sans précédent. On voit de plus en plus qu'on parle de relocalisation. Il n'y a pas longtemps, Emmanuel Macron disait que la France et l'Europe devaient moins compter sur la Chine, notamment sur la production locale de masques, de respirateurs, d'autres équipements médicaux stratégiques. Est-ce qu'on peut envisager une bascule vers ces enjeux-là de relocalisation directement liés à l'économie circulaire? Nous, en tout cas, on le voit pas mal avec les entreprises de notre club de la durabilité qui essayent de relocaliser souvent leur production. Notamment, il y a tout un, comment dire, des petites startups qui fleurissent, de petits fabricants qui essayent de faire l'appel Kipitz, qui a lancé une bouilloire durable, réparable. D'exemples, on les trouve quand même de plus en plus nombreux. Donc, des entreprises à prendre comme exemple, comme modèle. Peut-être pour compléter la réponse, je pense que c'est sûr que c'est un sujet vraiment important et que ça va contribuer à plus de résilience, de mieux intégrer ces questions dans l'économie. Il y a des entreprises à développer là-dessus et ça pose la question du plan de relance post-coronavirus. Il y a une volonté de relancer l'économie. Ce serait dommage de relancer des activités peu vertueuses en termes de circularité et de réfléchir quelles sont les infrastructures utiles au développement d'un terreau d'initiatives, de start-up, de collectivités, d'associations, de grandes entreprises. Donc, il y a un vrai sujet à réfléchir maintenant. Le monde d'après coronavirus ne sera pas le monde d'avant. Donc, comment on réfléchit utilement à ce que sont ces investissements nécessaires? Et donc, ça va être vraiment un sujet assez majeur. On évoquait par exemple, alors c'est un exemple, celui du BTP, mais si on n'imagine pas que dans les villes, on va construire des lieux, des plateformes où on pourra à la fois avoir comme il y a des marchés pour les légumes, avoir des marchés pour le réemploi organisés régulièrement, mais dans lesquels on puisse livrer, apporter les choses. Enfin, il y a quand même plein de choses à imaginer, stocker de façon tampon les choses. Ça va être, je pense, assez essentiel, en tout cas, de penser les choses différemment. On voit aussi que dans la loi économie circulaire, il y a des obligations faites à l'achat public pour inclure de plus en plus des matériaux issus du réemploi ou du recyclage dans la question des achats publics. S'il y a beaucoup d'investissements publics consécutifs à cette crise pour relancer l'économie, c'est absolument essentiel qu'on soit très vite, très fort sur ces questions d'exigence économie circulaire au cahier des charges, pour qu'on ne construise pas demain les écoles ou les centres de l'impôt de la même façon qu'hier, avec des vraies exigences, quand on va les équiper, les rééquiper, quand on va dans des plans de numérisation qui auront parfois des vertus pour favoriser le télétravail, d'autres impacts écologiques associés.
qu'on ne le fasse pas avec des équipements à obsolescence logicielle de façon inadaptée, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet et il n'y a pas de doute, le monde demain sera plus résilient et il devra l'être. La question, il faut qu'on soit assez vite force de proposition pour se dire faire quoi. Parce que c'est parfois le sujet avec lequel j'ai été confronté avec des entreprises qui sont objectivement, qui voulaient vraiment bien faire. Je veux faire quoi? Je veux faire plus circulaire, mais je fais quoi? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, passer de l'intention aux actes, c'est un des gros challenges et comment on guide les gens qui veulent bien faire pour les amener dans cette direction. C'est là qu'il y a un vrai besoin d'intelligence collective avec le soutien voilà, de gens facilitateurs comme Greenflex, de clubs comme celui qu'anime Adèle. Avec Hop, on a besoin d'avoir ces lieux de partage et de mise en valeur de ces initiatives exemplaires pour ensuite changer d'échelle. Alors, je vais vous poser une dernière question à tous les deux, hein, puisqu'on arrive presque à la fin de ce webinaire. On a quand même beaucoup échangé. Il y a une question qui est venue là devant moi. Cette question, c'est vrai qu'elle est intéressante. Est-ce que vous avez remarqué une évolution particulière des relations entre les acteurs dans un modèle d'économie circulaire? Alors, on cite les entreprises, les pouvoirs publics, les ONG. Est-ce qu'il y a déjà des contributions qui font les consommateurs? C'est vrai aussi, on parlait tout à l'heure avec Adèle des consommateurs qui font aussi bouger les lignes. Est-ce qu'on peut donner des exemples comme ça encourageants puisqu'on parle d'opportunités et de solutions? Oui, en tout cas, déjà du point de vue des consommateurs, il y a une vraie mobilisation quand même et les consommateurs qui exigent de plus en plus des produits durables et réparables, en tout cas sur la durée de vie des produits. On a notamment lancé un site qui s'appelle Produits durables où tout le monde peut noter ses produits en fonction de leur durabilité et de leur réparabilité. Et ensuite, on obtient des classements de marque. Donc, un peu l'émergence de cette société aussi collaborative des avis, etc. Sur les entreprises, il y a à la fois des grandes entreprises qui changent ou tentent de changer de modèle pour aller vers plus de durabilité. On a cité par exemple Michelin avec les pneus rechappés et l'économie de la fonctionnalité. Il y a aussi par exemple Fnac Darty qui essaye de mieux informer ses consommateurs sur la réparabilité, qui ont lancé un indice de réparabilité volontaire. Après, il y a encore des entreprises qui freinent, hein. On ne va pas non plus voir les choses seulement en rose, mais il y a quand même un changement. Je pense que les entreprises commencent à comprendre en fait que c'est une vraie exigence des consommateurs qui demain va faire la différence. Et pour les ONG, en France, il y a beaucoup d'associations à la fois environnementales et de consommateurs qui se saisissent de la question de plus en plus. Et Hop est un peu hybride entre ces deux intérêts, à la fois des consommateurs et de l'environnement. Pour compléter, je pense qu'une logique, c'est qu'on se dit que le monde demain, c'est de plus en plus des ressources utilisées en local, autant que possible, sachant que les effets de seuil ne sont pas les mêmes si on parle d'une chaise ou d'un smartphone. Mais ce qui est sûr, c'est que demain, de plus en plus, ça va être des coopérations nécessaires à des échelles de plus en plus locales. On parle de relocalisation. Et forcément, de la même façon que dans un écosystème, dans une forêt, on a des espèces végétales, animales, des bactéries. Dans un écosystème local, on va avoir des entreprises, des structures non-profit, des associations, des collectivités, des citoyens qui vont devoir travailler ensemble et coopérer ensemble. Parce que peut-être qu'il y a des coproduits d'un industriel qui vont être très utiles à un agriculteur, comme un amendement agricole, et puis d'autres qui vont pouvoir être distribués aux citoyens. Enfin, aujourd'hui, c'est ces coopérations interacteurs à une échelle locale qui vont permettre une gestion efficiente. C'est ce qui se passe dans la nature, en tout cas dans ces écosystèmes. Il y a des espèces de nature différentes. Et c'est exactement ce sur quoi on doit se développer. C'est arriver à faciliter. C'est sûr qu'aujourd'hui, elles ne sont pas complètement simples et ça va être des points justement à travailler, à fluidifier d'un point de vue réglementaire, de s'assurer que ces coopérations interacteurs soient promues. Pour juste donner un exemple d'initiative qu'on mène, aujourd'hui, la Greenflex, on anime en France un projet européen qui s'appelle Digital Déconstruction, qui vise justement à faciliter le réemploi des matériaux dans le BTP, en mettant en relation tous les acteurs clés et développer une sous-couche logicielle libre, un peu un Wikipédia, cette base qui va permettre à plein de développements d'acteurs, en comprenant bien ce que sont les exigences d'un architecte, les besoins d'un bureau d'études, d'un propriétaire de bâtiment, de quelqu'un qui construit un nouveau, et quels vont en tout cas être ce lien gratuit, disponible, open source, de briques de base qui vont permettre à chacun de se faciliter la vie.
en travaillant pour ça avec des Hollandais, des Belges et des Luxembourgeois. C'est un projet financé par l'Europe. Mais c'est un exemple d'initiative vraiment open source qui rassemble des acteurs privés, publics de différentes natures dans la chaîne de valeur d'un écosystème pour arriver à des pratiques plus vertueuses. Alors ça, c'est dans un secteur d'activité, mais il y a plein d'initiatives vertueuses dans plein d'autres. C'est un exemple encourageant parce que là, il y a une question évidemment qui vient. Est-ce qu'avec cette crise, ça n'a pas finalement été un frein à la mise en place de toutes ces initiatives dont on parle, car les entreprises, les pouvoirs publics diront priorité à l'économie, hein, c'est ce qui est écrit, mais c'est peut-être une autre forme d'économie. Et de toute façon, ces initiatives, elles sont parties, la mutation est en marche. Mais c'est sûr qu'il y a des gens old school, hein. Il y a des gens qui se disent c'est super, on va recapitaliser toutes les entreprises aériennes et c'est génial, il faut qu'on puisse revenir à ce moment où il y avait tellement d'avions qui volaient dans le ciel. Donc oui, il y a toujours des gens qui vont pousser pour le retour du monde d'avant. C'est à nous d'être comme citoyens exigeants, comme entrepreneurs engagés, comme acteurs associatifs, dire que c'est pas là qu'on doit aller. Il faut avoir le courage et la lucidité de réorienter l'économie. C'est le moment ou jamais de se faire entendre, de faire savoir les pratiques exemplaires et remarquables qui existent pour qu'on leur donne les moyens de se multiplier par 10, par 15, par 1000, par 100 000. Et donc, c'est le moment d'être des citoyens exigeants et des entrepreneurs exigeants, des responsables associatifs exigeants et surtout d'être force de proposition. Parce qu'il y a toujours des ronchons qui vont leur faire comme avant. C'est à nous de dessiner ce que peut être un monde d'après et de lister, sachant qu'à court terme, ce qui va être pas mal poussé, c'est tout ce qui va relever de l'investissement dans le plan de relance, de ma compréhension, plus que des changements réglementaires. Donc, ce qui va être important, c'est de réfléchir quels sont les investissements, notamment en infrastructure, nécessaires pour faciliter demain le développement de ces pratiques plus circulaires. J'ai rien à ajouter, c'était parfait. Donc, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation et à très vite pour une nouvelle Imaginale et j'espère en direct live, mais sinon, ce sera en webinar. Merci aux beaucoup. participants, Merci. Adèle, Bonne journée. et Nathalie. Beaucoup, bonne journée, merci.